Et bonjour à tous, merci d'être restés sur le 90.2 sur DC Radio, il est 13h09, alors émission religieuse, oui, parce que j'ai à côté de moi deux invités qui ont eu la gentillesse de venir ensemble, c'est la preuve que ça se passe pour le mieux dans les Hautes-Alpes entre ces deux communautés. À ma gauche, ils sont tous les deux à ma gauche de toute façon, mais en premier lieu j'ai Grégory Lechiman qui est président de l'association cultuelle israélite, et à côté de lui il y a Rachid Negaz que vous entendez régulièrement sur nos ondes, qui est lui secrétaire de l'association musulmane culturelle de Gap. Alors messieurs, bonjour et merci d'abord d'avoir accepté d'être notre invitation sur l'antenne de DC Radio. Merci de votre invitation. Parlez bien devant le micro, oui. Merci à vous. Alors Rachid, on va commencer avec vous parce qu'il y a quelques jours, on a fait un beau reportage, c'est Olivier Milleville qui l'avait fait, qui a eu la chance d'aller dans les abattoirs avec vous et de suivre un petit peu une famille. C'était l'Aïd, donc ça s'est plutôt bien passé, hein? Oui, ça s'est très bien passé. Enfin, moi, j'étais pas présent sur place, mais j'ai eu les échos, ça s'est super bien passé. Voilà, comme d'habitude, plus de 300 personnes à la salle de la Blache qui viennent commencer cette fête par la prière. Et ensuite, comme le dit pour cette grande fête, le rite, c'est donc l'abattage rituel en fait, qui commémore le sacrifice d'Abraham en fait. Donc c'est vraiment un moment de fête, hein, c'est ça, un grand rassemblement. Même ce que nous avait dit Olivier Milleville en revenant de son reportage, c'est que tout le monde un petit peu est convié à ça, et c'est le moment de pardonner. C'est ça, c'est un instant de pardon, hein. Oui, c'est un grand moment de rencontre où on se rencontre tous ensemble, la communauté entre guillemets, la communauté musulmane de Gap, qui se rencontrent, qui se félicitent, qui se pardonnent aussi, hein. C'est vrai que parfois il peut y avoir des mauvaises ententes, etc. Et puis c'est le moment de se pardonner et également de partager, puisque ce sacrifice qu'on fait, normalement on doit le partager avec les pauvres, les voisins, et ainsi de suite. Oui, Rachid, un mot sur les petits soucis qui ont été rencontrés, hein. C'est ce qu'on a vu dans le reportage. Il y avait un souci avec les abattoirs, c'est ça? Il y en avait 2 ou 3 qui étaient prévus, dont celui de Guillestre qui au dernier moment a été fermé, et celui de Sisteron également. Donc il y a eu un petit peu beaucoup de personnes à Gap, hein, même des gens qui sont montés de Marseille, je crois, c'est ce que nous avait dit Olivier. Peut-être un petit couac à ce niveau-là au niveau des abattoirs? Moi c'est ce que j'ai entendu, hein. Je peux pas vous en dire plus. Après il faudrait peut-être voir avec les directeurs des abattoirs, mais voilà, nous chaque année on est conviés, notre association est conviée à une réunion avec la préfecture, etc., pour parler du rite donc de l'abattage lors de cette fête. Il s'avère que nous on n'était pas d'accord les années précédentes sur les conditions d'abattage. Du coup cette année on a décidé de laisser faire, et voilà, donc ça s'est fait plus ou moins bien. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Rachid, enfin vous, je dis pas vous, Rachid, mais la communauté concernant le rite? Qu'est-ce que vous désirez que la préfecture et puis les abattoirs on discute chaque année proposé? Quand on fait nos réunions, c'est simplement quand on essaie de respecter la manière du rite au niveau religieux, quoi. Comment c'est la manière au niveau de l'abattage. Parce que là, c'est des conditions un peu industrielles. Normalement, nous, la bête, on doit faire en sorte qu'elle souffre le moins possible. Ouais. Or là, il s'avère que quand on voit les conditions dans les abattoirs, c'est le contraire. Et ça a peut-être, après Grégory, on va vous donner la parole là-dessus, ça a peut-être un impact, je vois, nous on a fait un reportage vidéo parce qu'on se lance dans la télé, ça a un impact sur les gens qui ne sont pas musulmans et qui estiment que c'est un peu mal fait. C'est vrai qu'on avait cette sensation de chaîne un petit peu, de chaîne de la mort. Moi c'est ce que j'ai vu en regardant les images, alors que c'est pas ça. Exactement. Ça vous dessert un petit peu les reportages qui sont faits à ce moment-là, et puis oui, c'est vrai que moi, quand j'ai vu le reportage là d'ici TV, c'est vrai que moi personnellement j'ai les conditions d'abattage et tout ça, j'ai un pincement au cœur, parce que franchement pour nous c'est pas l'esprit de notre fête, quoi. Notre fête c'est commémorer le sacrifice d'Abraham, qui je rappelle, Abraham qui souhaitait sacrifier c'était un commandement de Dieu, qui doit donc sacrifier son fils, et à la place de son fils, Dieu lui a envoyé, c'était une épreuve, Dieu lui a envoyé donc ce bélier. Et donc nous on commémore cette tradition depuis ce moment-là. Maintenant nous normalement dans notre rite, le but c'est de faire moins souffrir la bête le moins possible. Donc il faut pas qu'elle ait peur, il faut pas qu'elle voie tout ça. Donc nous quand on voit ces conditions-là dans l'abattoir,
c'est sûr que la bête a peur, elle voit le sang qui coule, etc. Donc c'est vraiment pas des conditions appropriées. Grégory Leishman, on l'évoquait avant de prendre l'antenne tout à l'heure. Bon, vous n'avez pas fait l'Aïd, vous, mais vous avez aussi un rituel avec la viande, hein, notamment la viande cachère. Et vous aussi, là, vous rejoignez un petit peu la communauté musulmane et la religion, c'est-à-dire que la bête ne doit pas avoir peur. La bête ne doit pas avoir peur. Elle ne doit pas souffrir. L'abattage est assez similaire entre les juifs et les musulmans. Après, il y a quelques différences sur les morceaux de viande, sur les bêtes, mais on est dans la même idée. Et le principe de l'abattage cachère, c'est d'une part de ne pas faire souffrir la viande, la bête, et que la bête soit saine. C'est très important d'avoir des reportages justement qui mettraient en évidence la réalité de l'abattage plutôt que des fausses opinions qui peuvent être dispensées dans le public. Bon, vous le savez, messieurs, hein, et puis on l'a évoqué tout à l'heure déjà ensemble avant de prendre la parole. Il y a beaucoup d'instances, hein, il y a même des lois qui vont peut-être être promulguées visant à interdire tout simplement l'abattage rituel. Pas forcément lorsque c'est l'Aïd, mais tout le temps. Il n'y aurait plus de cachère, il n'y aurait plus de halal. Donc ça, j'imagine, Grégory, ça vous fait bondir. Exactement. Actuellement, il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent faire interdire l'abattage rituel, qu'ils soient musulmans ou juifs, pour des raisons soi-disant de souffrance animale. Aujourd'hui, les animaux, quand ils sont abattus, on va dire traditionnellement, sont électrocutés. Et ensuite, par exemple, comme pour les poulets, ils sont dépecés. Si l'électrocution n'a pas marché, ils sont dépecés vivants. Alors si ça, c'est pas faire souffrir l'animal, qu'est-ce que c'est ? Nous, quand nous abattons un animal, il doit être... d'abord, c'est un animal sain. Et ensuite, il ne doit pas être stressé. Ne pas avoir éventuellement son voisin se prendre une balle dans la tête, comme c'est fait pour les veaux. Et puis, on utilise un couteau qui est très très tranchant, qui est affûté très régulièrement durant l'abattage, et il est égorgé de manière profonde. On va aller jusqu'à sectionner la dernière veine qui alimente le cerveau. Donc la bête n'a pas le temps de souffrir, et on est sûr qu'elle est morte surtout. Ouais. Rachid, un mot là-dessus. Vous rejoignez probablement Grégory sur le fait que les arguments des personnes qui défendent les animaux sont peut-être un petit peu légers pour qu'il y ait une loi qui interdise le halal et le kasher. Oui, je le rejoins tout à fait, et c'est exactement ce qu'il disait. En fait, tout est étudié pour que la bête, s'il connaissait vraiment les conditions normalement telles que dans l'islam ou dans le judaïsme, il faut que la bête soit en fait sacrifiée. Il verrait que tout est fait pour que la bête souffre le moins possible. Et donc c'est plutôt l'inverse de ce qu'ils disent, en fait, de leur argument. Ils disent qu'en abattant de manière rituelle, la bête souffre, mais moi je pense personnellement, et c'est même prouvé, qu'elle souffre moins que de manière traditionnelle. Ouais. Donc après, c'est peut-être des défenseurs des animaux, etc. Donc peut-être qu'ils ne veulent pas du tout que les bêtes soient sacrifiées. À ce moment-là, il faut arrêter le sacrifice dans les abattoirs. Oui, quel qu'il soit. Quand on voit les conditions de transport de certains animaux qui, soi-disant, après sont abattus sans souffrance, qui souffrent dans des camions, dans des wagons à bestiaux, je pense que là, il y a matière à aller voir un petit peu comment ça se passe. Sans parler des élevages industriels, des poulets, etc., voilà, qui sont élevés dans des petits périmètres et qui ne sont pas... Et pour vous, beaucoup d'animaux souffrent bien plus sûrement lorsqu'ils sont, on pense aux poulets en batterie ou ces choses-là. Tout à fait. Il y a autant de souffrance que dans l'abattage rituel. Dans les campagnes, ancestralement, quand le paysan voulait tuer son poulet ou voulait tuer son canard, il lui coupait le cou.
Ça s'est toujours pratiqué comme ça. Après, est-ce que ces lobbies qui se dressent contre l'abattage n'ont pas derrière des arrière-pensées autres que la protection des animaux? On peut très sincèrement se poser la question. Oui, c'est ce que vous ressentez. Par exemple, il va y avoir une loi comme ça, interdisant à la fois le halal et le kasher. C'est quoi qui est visé? Ou c'est quoi qui est défendu? Vraiment les animaux, ou c'est une communauté qui est ciblée? Franchement, je pense comme Grégory un peu qui a des arrière-pensées derrière. D'ailleurs, la polémique avait eu lieu quand il y a eu justement ce Marine Le Pen qui a lancé un gros mensonge qui disait que la majorité de la viande était halal en France. Elle parlait des cantines, non, elle parlait des abattoirs. Des abattoirs qui disaient que la majorité des abattoirs en France, en fait, étaient de manière rituelle, donc que ce soit halal ou kasher, voilà, et qui disaient que pour des raisons économiques, les abattoirs étaient menés à faire que du rituel, en fait. Ouais. Or, c'est totalement faux. Vous me tendez une perche, Rachid, un petit peu avec Marine Le Pen. Bon, elle est très active sur tout ce qui est tradition et rituel, mais elle a aussi évoqué dans certaines cantines le fait qu'il y ait des familles qui réclament la viande halal. Est-ce que vous avez un avis, vous, là-dessus? On sait qu'à Gap, bon, c'est isolé, mais on pense aux grandes villes comme Marseille, Lille, Paris, Lyon. Est-ce qu'il n'y a pas... non pas un souci, mais vous comprenez certains parents qui peuvent être méfiants et se dire bah ça y est, c'est entièrement halal, mon fils qui soit juif, qui soit catho, ou qui au contraire n'ait aucune religion, soit obligé de manger halal? Moi, je crois que c'est encore une polémique qui est inutile, parce que moi, jamais les musulmans ont demandé qu'il y ait de la viande halal dans les cantines. Après, moi, ce qui se fait dans des grandes villes, c'est quelque chose de logique. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de viande, donc à la place de mettre, ils vont mettre dans la cantine de la viande et du poisson. Au moins, je veux dire, tout le monde est satisfait, peut manger. Donc c'est quelque chose de logique et c'est du vivre ensemble. Oui. Tout simplement. Et ça permet à tout le monde de pouvoir manger, en tout cas dans un certain nombre, de pouvoir manger ensemble. Bien sûr. Un autre sujet qui va là aussi, à mon avis, vous faire bondir, celui sur la circoncision. Comme l'abattage rituel, on parle d'interdire la circoncision. Ça serait une loi pondue par l'Europe. Là, je vous donne la parole, Grégory. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une loi, c'est un vote du Conseil de l'Europe qui a voté à la majorité l'interdiction de la circoncision sous prétexte de l'atteinte à la liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas choisi, tant qu'il n'a pas, on va se dire, tant qu'il n'a pas l'âge de choisir sa religion, il n'a pas à avoir recours à la circoncision. Exactement. Donc ça c'est quelque chose qui nous inquiète énormément, parce que aujourd'hui la circoncision, en ce qui concerne le judaïsme, la circoncision a toujours été faite dans des règles qui demandent un respect de la souffrance de l'enfant. L'hygiène. Par exemple, un enfant, s'il est un petit peu souffrant à la naissance, au lieu de la circoncision ne se fera pas à 8 jours comme elle devrait être traditionnellement faite, mais quand l'enfant va mieux. Et puis c'est un choix des parents. Quand vous choisissez pour vos enfants, si vous voulez qu'ils fassent telles études ou telle chose, vous n'allez pas, c'est vous qui choisissez, c'est les parents qui décident s'ils veulent faire circoncire leur enfant. Ces lois qui sont un petit peu à rapprocher, interdiction de la circoncision, interdiction de l'abattage, c'est ces deux interdictions qu'on a utilisées quand on a voulu se débarrasser, en l'occurrence des juifs, soit en leur demandant de partir, soit en les expulsant, soit en les massacrant. Ça a toujours commencé par interdiction de la circoncision, interdiction de l'abattage rituel. Donc aujourd'hui, quand on entend des voix donner des arguments contre l'abattage rituel, contre la circoncision, on se pose des questions. Rachid, la circoncision qui serait... Bon, on n'y est pas, ce que a dit Grégory, il n'y a pas encore de loi, mais on en parle, et c'est un sujet qui est récurrent, qui revient régulièrement. Je me souviens, il me semble que c'était Christine Boutin, à l'époque, qui s'était présentée pour les présidentielles, qui avait évoqué ça, expliquant que c'était pas normal et tout. Vous avez un avis là-dessus, forcément?
Moi, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? La circoncision, c'est une tradition en islam aussi, c'est une tradition musulmane. Maintenant, ces gens qui disent vouloir protéger les droits de l'enfant, c'est encore des préjugés pour moi. Tout simplement, qu'est-ce qu'on croit? Que les musulmans et les juifs ne veulent pas protéger leurs enfants, ne veulent pas protéger leurs femmes, ne veulent pas protéger les animaux. C'est encore sur des idées reçues. On est des êtres humains comme tout le monde. Maintenant, on a une religion, on a des rites à respecter, mais nos rites, ils sont conformes au respect des droits des enfants, aux droits des femmes, aux droits des... on est là pour... on n'est pas là pour faire souffrir les gens. On est là au contraire pour être dans un bien-être et être en paix avec tout le monde. Donc, je sais pas, encore cette polémique qui va pour moi encore à l'encontre des droits de l'homme, puisqu'elle va à l'encontre donc de religions précises. Or, dans les droits de l'homme, chacun a le droit de vivre sa religion comme on l'entend. Allez, un petit peu d'optimisme, messieurs. Parlons des deux associations. On le sent ici à Gap. Les associations religieuses. Je me souviens, il y a quelques jours, on avait donné la parole à monsieur Koutnouyan, qui lui représentait les Arméniens, les familles arméniennes. Il y a une certaine interaction. Là, Grégory, vous allez me rejoindre forcément. Il y a une bonne entente entre ces associations religieuses. Oui, il y a une très bonne entente depuis maintenant plusieurs années. Il y a des relations régulières, notamment par l'intermédiaire de Gap Espérance, qui est une association qui regroupe les religions présentes dans le Gap Ansé, des rencontres interreligieuses, des rencontres informelles, et je pense un respect mutuel et une très bonne entente entre nous, que ce soit entre protestants, catholiques, musulmans, juifs. À Gap, il fait bon vivre ensemble. Rachid ? Tout à fait d'accord, et je pense que c'est primordial d'avoir ce genre de rencontres, rencontres interreligieuses, mais aussi qui est ouvert lorsqu'on fait des rencontres qui sont ouvertes en fait à tout le monde, croyant ou pas, et justement ça permet de nous connaître, et de lutter contre tous ces préjugés, ces idées reçues, et de nous connaître et de mieux vivre ensemble. Et je pense qu'à Gap, en tout cas au niveau des différentes religions présentes, et surtout des religions monothéistes, puisque là c'est les religions monothéistes, il y a une parfaite entente en fait, on s'entend très bien, on se voit régulièrement et des activités sont mises en place, donc pour moi c'est un exemple. Et Rachid, c'est une action sur le long terme, parce que on le sait, il est dur de rapprocher, mais sur un petit détail on peut être fâché, que ce soit dans une famille ou dans une religion, donc c'est sans arrêt. Rappeler qu'on soit juif ou musulman, eh bien on a des points communs et on va vers l'autre, mais c'est sans arrêt ça. Oui, c'est sans arrêt. Et puis nous, on va toujours dans le sens du positif, dans le sens de l'espoir, c'est-à-dire des choses qui nous rapprochent plutôt que des choses qui nous divisent. Et sinon, on pourrait pas vivre ensemble. Donc tout simplement... Allez-y, Grégory. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Rachid et toute la communauté musulmane dans la manière où ils ont inauguré leur magnifique mosquée. Ouais, tout le monde était invité. Nous avons... moi, à titre... communautaire et personnel, j'ai vécu un moment vraiment intéressant et d'émotion. Nous avons d'abord été, je n'en doutais pas, mais très bien accueillis. Et on a senti une réelle émotion de la part des représentants de la communauté musulmane. Ouais. Et pour nous, c'était vraiment un moment intense. Ouais. Et très important. Parce que il était tout à fait anormal que la communauté musulmane n'ait pas un lieu digne de prière, un lieu de prière digne. Et d'ailleurs, nous espérons un jour pouvoir rendre l'invitation. Oui, j'espère pour vous aussi, la communauté juive qui est enfin aussi puisse avoir leur lieu à Gap. Ouais, c'est vrai ça, Grégory. On en parlait un peu avant de prendre l'antenne. Combien il y a de familles juives dans les Hautes-Alpes ? Il y a à peu près 80 familles dans les Hautes-Alpes. Bon. C'est très difficile à dénombrer, mais on estime entre 80, peut-être 100, mais on va tabler sur 80 familles environ. Et comment se recueillir alors ? Parce qu'il n'y a pas de synagogue. Plus près, elle est où ? Alors, nous avons un local à Gap, nous avons un local communautaire qui nous sert tout au long de l'année,
Et quand nous avons besoin d'un local un petit peu plus grand, nous louons une salle. Très souvent, nous louons une salle à l'évêché, donc ce qui prouve encore une fois la très bonne entente avec les autres religions. Et puis, voilà, nous arrivons à nous réunir. Mais c'est toujours avec un besoin de changer de salle. Voilà, on ne peut pas avoir quelque chose de fixe. Vous n'avez pas de cette stabilité du lieu de culte pour quand on a besoin de place. Bon, voilà. Ça, vous le réclamez. J'imagine ça, que... Nous en sommes très demandeurs, car pour un meilleur développement, nous avons besoin d'un lieu de culte digne de ce nom. Ouais. Qui répondent aux normes d'accueil, de sécurité, de décence. Ouais. Voilà. Après, pour répondre à votre deuxième question, le plus proche pour se recueillir, c'est soit Grenoble, soit Aix-en-Provence. Qui fait un bout quand même. Qui fait un bout, mais la communauté étant jumelée à la communauté d'Aix-en-Provence, c'est vrai que nos liens sont très étroits et nous en rendons très régulièrement du côté d'Aix-en-Provence. Pour beaucoup de fêtes, voilà. Bon, Rachid, la question pour vous ne se pose plus, parce que vous l'avez, ce beau lieu de culte. Oui. Vous devez respirer une vraie satisfaction depuis quelques mois maintenant. Oui, c'est vrai, c'est une grande satisfaction. Maintenant, ce problème-là est résolu, ça fait depuis des années. Donc, quand on cherche à avoir ce lieu, et enfin, on peut accueillir les musulmans, les citoyens musulmans de Gap et des Hautes-Alpes dans de bonnes conditions, des conditions dignes et dans un lieu magnifique. C'est sûr, tous les femmes, les enfants, les hommes peuvent venir se recueillir dans cette mosquée. Et donc oui, c'est une grande satisfaction. Et puis après, maintenant, il y a d'autres chantiers qui s'ouvrent. On va pas revenir sur le périple qu'a été pour obtenir cette mosquée. Ça a été dur, mais bon, vous êtes battu et finalement vous l'avez. Oui, c'est exactement ça. On n'a jamais douté de toutes les manières. On savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Et puis, on avait besoin, c'était primordial. On était dans des conditions, on priait dehors, les femmes ne pouvaient pas exercer leur culte. Donc il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. De toutes les manières, vu le nombre de personnes qui demandaient à avoir ce lieu, ça allait arriver de coûte que coûte. Donc il fallait juste patienter et faire les efforts pour. Bon, et cette mosquée, le sujet mosquée, ça a été un sujet un petit peu de discorde au sein même de la communauté. C'est ça, c'est à cette occasion qu'il y a une deuxième association qui a été créée, El Bayan. Oui, qui est complètement différent de la vôtre, donc Rachid. Tout à fait, il y a une deuxième association sur Gap. Après, moi, c'est la diversité, c'est la démocratie. C'est né d'une petite discorde entre nous, puisque des personnes qui étaient dans notre association ont décidé de partir, de quitter la nôtre, tout simplement, parce qu'ils pensaient que notre projet n'avançait pas assez, et ils ont décidé de faire leur propre projet en solo, on va dire. De leur côté. De leur côté. Et à terme, bon, parce que vous parlez d'autres problèmes, on va les évoquer dans un instant, mais à terme, ce serait pas mieux que les deux associations se rapprochent de nouveau? Ah oui, c'est sûr, nous on a ça dans la tête, c'est que peut-être pas qu'elles se rapprochent, puisque après je veux dire, on fait peut-être des choses différentes. Je sais qu'eux ils donnent des cours d'anglais, des choses comme ça. Après on peut coexister et puis travailler, faire des choses ensemble, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on reste entre nous, on reste des musulmans, on reste voilà, donc il y a pas de souci. C'est né d'une petite discorde, mais on est quand même, je veux dire, ils ont leurs fidèles, on a nos fidèles, et puis parfois c'est les mêmes d'ailleurs. Chacun va où il veut, et puis voilà. Bon, Rachid, vous évoquiez les grands chantiers, les nouveaux chantiers. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour? Déjà, recomposer un peu le bureau de l'association, parce que ça fait un petit moment, et puis donc déjà essayer de remettre un petit peu, réorganiser les choses, puisque maintenant c'est un lieu de culte qu'on gère, donc c'est plus la même chose qu'avant. Ensuite, essayer de faire en sorte aussi d'avoir un imam officiel, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est pendant le Ramadan, on fait venir un imam qui a étudié vraiment la religion et qui vient nous faire les prêches et les prières du soir. Maintenant, dans l'année, c'est plutôt des personnes qui sont de Gap, qui connaissent plus ou moins la religion, qui connaissent la langue arabe, mais qui n'ont pas été formés pour ça. Donc nous, notre objectif, c'est déjà de faire venir un imam et donc le financer. Donc ça, c'est un souci. Donc pour l'instant, on essaie de travailler là-dessus.
Et puis ensuite de lancer des cours, des cours d'arabe, des cours de civilisation musulmane, et puis d'autres activités culturelles, puisque notre association aussi est aussi une association culturelle, donc pourquoi pas des voyages, et accueillir peut-être aussi le groupe interreligieux et d'autres activités. Donc, à venir. Et comment on fait par exemple, Rachid, pour faire venir un imam? Parce qu'on imagine imam dans les grandes villes. On connaît l'imam à Marseille, celui de Paris. Bon. Il y a des imams de partout maintenant dans toutes les mosquées. Comment on fait il faut ça marche un peu par réseau, on va dire. Il faut donc contacter un peu ceux qu'on connaît, justement peut-être d'autres mosquées, voir s'ils connaissent pas des imams qui sont formés, qui connaissent, très important, qui connaissent la langue arabe, mais aussi la langue française, parce que maintenant de nos jours, vous savez, la communauté musulmane, c'est quelque chose de très large. On a des personnes d'origine maghrébine, mais on a aussi des personnes de toute origine, en fait, d'Afrique, des Français de souche, enfin on a de tout. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est cloisonné. Donc on a besoin, on demande autour de nous, et puis quand on a trouvé quelqu'un de formé, mais après c'est pas la question, il y en a des imams qui sont formés, après la question c'est au niveau financier, comment on va le payer. Donc à ce moment-là, nous on réfléchit à un système de cotisation, etc. Bon voilà, c'est pas encore on va dire bien ficelé, mais on y travaille. D'accord. Grégory, je me retourne vers vous. Quels sont un petit peu les grands projets pour votre association là, les mois qui arrivent? Alors bien sûr, c'est toujours dans le projet d'avoir un local plus grand. Et puis c'est de continuer notre vie associative comme on le fait actuellement. Tous les 2 mois, nous organisons un Shabbat communautaire où les gens viennent participer au repas de Shabbat, aux offices de Shabbat, et organiser toutes les fêtes de la vie juive. La prochaine fête, c'est Hanouka. Donc ça va se dérouler entre fin novembre et début décembre, sur 8 jours, où nous allons allumer des bougies tous les jours, et en point culminant, je dirais, où nous organisons une soirée avec les représentants d'autres religions, les représentants de la communauté civile de la ville. Ensuite, comme grande fête, nous aurons la fête de Pâques, Pessah. Et puis voilà, toute l'année, la célébration de toutes les fêtes juives que nous pouvons célébrer à Gap. Bon, juste un mot, je pense que tout le monde est passé à table, mais sur les délices un peu que vous allez nous proposer durant Hanouka, c'est quoi? Essentiellement des beignets? Alors c'est essentiellement des plats qui sont qui sont frits, comme par exemple des beignets, soit des beignets de pommes de terre ou des beignets sucrés, qui sont proposés, l'huile étant une partie essentielle dans la fête de Hanouka. On ira y faire un tour, déjà pour goûter. Vous serez les bienvenus. On avait déjà été très bien accueillis, je me souviens, durant l'Aïd, et puis ce que j'avais fait avant, j'étais venu vous voir du côté de la Blache, je me souviens. On avait eu les dégustations, enfin c'était absolument merveilleux. Un mot, messieurs, un dernier mot sur ce qui va se passer samedi. Ça sera au Royal, il me semble que c'est ouvert au public en plus. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez, Grégory? Enfin, pas vous forcément, mais l'association Espérance, Gap Espérance. Alors, Gap Espérance organise un forum avec les religions qui composent Gap Espérance, et les gens viennent et participent à des tables rondes, posent des questions, discutent sur les différents rites et religions présents. Très bien. Donc, c'est très intéressant. Rachid, vous serez sur place aussi, vous? Oui. Donc la communauté musulmane sera présente. Donc c'est vrai que, comme disait Grégory, il va y avoir des tables rondes autour de thèmes précis. Donc chaque religion va avoir un thème et on va discuter autour de ce thème-là. Et il y aura aussi normalement une intervention du préfet ou donc normalement ce sera un de ses représentants. Oui, c'est son chef de cabinet. Monsieur Coelho. Parce que l'année dernière, on a fait venir les principaux élus de la ville de Gap pour ce forum. Il y avait monsieur le maire, monsieur le sénateur, député et président du conseil général. Donc cette année, on a décidé d'inviter monsieur le préfet. Et donc voilà, donc ça fera une intervention qui est bien sûr ouverte à tout le monde. Oui, important que les gens aillent à votre rencontre et se renseigner, savoir vraiment ce qui s'y passe, et puis vous allez pouvoir les éclairer. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir été sur notre antenne. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis, à mon avis, je vais voir Grégory avant de revoir Rachid, parce que la fête, on va la couvrir, au minimum pour les beignets. Et puis, Rachid, on aura l'occasion de se revoir avec ces nombreux chantiers que vous avez. En tout cas, merci, messieurs. Merci de votre accueil.